nous retrouvons notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Boker Tov, Daniel. Boker Tov, Kevin. Alors Daniel, le président Donald Trump a désamorcé tôt ce matin la tension grandissante de ces dernières 24 heures autour d'une possible offensive américaine en Iran. Oui, effectivement, durant le Shabbat, on avait le sentiment que les forces américaines allaient se lancer dans une très vaste opération contre des cibles énergétiques iraniennes. Côté israélien, l'état d'alerte avait été augmenté, mais finalement, pour la énième fois, Donald Trump a annoncé qu'il avait suspendu ou même annulé cette opération à la demande de l'Iran et d'autres pays de la région sur son réseau. Le président américain a affirmé que son pays était prêt à frapper l'Iran avec une intensité inégalée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais cette attaque a-t-il dit, a été suspendu après que l'on soit parvenu à des arrangements qui devraient permettre la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz et qui devraient mettre fin à la menace du nucléaire iranien. J'ai accepté cela pour l'avenir du monde et pour le maintien de l'Iran à condition que nous puissions parvenir à un accord rapidement, a dit Donald Trump avant de souligner qu'Israël s'était joint aux États-Unis à ce propos. Selon le site Axios, c'est le prince héritier saoudien Bin Salman qui a demandé à Donald Trump de suspendre l'attaque américaine. Les Saoudiens craignaient qu'une attaque américaine contre des installations énergétiques iraniennes n'entraîne une contre-offensive massive des Iraniens contre des installations énergétiques saoudiennes. Le président américain serait, paraît-il, très déçu si Israël décidait de bloquer son plan pour Gaza. Oui, on a changé de front, on parle maintenant de la bande de Gaza et c'est un haut responsable américain qui fait cette déclaration. Il l'a fait durant le Shabbat. Nous ne demandons pas à Israël de faire quoi que ce soit qui ne soit inclus dans le plan en 20 points accepté en septembre dernier, a affirmé ce haut fonctionnaire. Cette déclaration fait suite à des propos de Benjamin Netanyahu jeudi dernier selon lesquels la proposition des Américains ne répondait pas aux exigences israéliennes, en particulier à propos du désarmement du Hamas. Ce responsable américain a admis qu'Israël avait des raisons d'être sceptique quant à l'éventualité d'un désarmement du mouvement terroriste. Côté israélien, on souligne que Tsahal ne se retirera pas de la ligne jaune tant que le Hamas n'aura pas déposé toutes ses armes. En Israël, on est également opposé à l'engrangement des armes du Hamas dans la bande de Gaza et l'on exige qu'elles soient acheminées à l'extérieur de cette région. Cependant, hier soir, le président de l'État, Yitzhak Herzog, a déclaré que ce plan américain pourrait permettre une percée concernant l'avenir de la bande de Gaza. Une chose est sûre, le Hamas ne peut plus contrôler la bande de Gaza, a déclaré le président israélien lors d'une interview sur Fox News. Et puis une information qui nous revient ce matin. Le directeur du Conseil de la paix, Nikolai Mladenov, a affirmé qu'à partir de ce matin, Tsahal allait cesser ses éliminations ciblées de responsables terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Mais en attendant, l'armée israélienne a bombardé des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Oui, selon des sources palestiniennes, 5 personnes ont été tuées hier et dans la soirée d'hier par ces attaques qui seraient essentiellement des attaques de drones. Hier, Tsahal et le Shin Bet ont détruit 5 hangars d'armes du Hamas dans la bande de Gaza. Et puis toujours dans la bande de Gaza, Tsahal a éliminé durant le week-end le terroriste qui avait détenu Romi Gonen et Noam Marciano. Ce terroriste dont nous tairons le nom a participé aux exactions du 7 octobre en territoire israélien. Il était directement impliqué dans la détention de Romi Gonen et du corps de la soldate assassinée Noam Marciano. Romi Gonen avait affirmé qu'il avait harcelé Romi Gonen, qu'il l'avait harcelé sexuellement durant sa détention. Il faut noter que ce terroriste, qui était commandant en chef adjoint d'une cellule du Hamas, était aussi, tenez-vous bien, médecin à l'hôpital Shifa de Gaza. Et puis l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a réagi très fermement à la crise migratoire qui frappe l'Espagne. Oui, sur X, Danny Danon a insisté sur une contradiction de la politique espagnole. L'Espagne est toujours très prompte à donner des leçons à Israël, a-t-il écrit, mais cela ne l'a pas empêché de décréter l'état d'urgence à Ceuta à cause de sa politique migratoire. Peut-être devrait-elle expliquer pourquoi elle conserve des enclaves coloniales en Afrique, sous-entendu alors qu'elle ne cesse d'accuser Israël d'être un pays colonisateur. Des propos qui ont même fait grincer des dents, bien entendu, à Madrid et qui ont même conduit l'ambassadrice d'Israël en Espagne à s'en démarquer publiquement. Pour la 5e semaine consécutive, de vifs affrontements se sont produits durant le Shabbat à Jérusalem devant un café qui ouvre pendant cette journée. Oui, ce sont plusieurs centaines d'ultra-orthodoxes qui se sont rassemblés devant le café Basimta qui est situé rue Agrippas, près de la rue Yafo, au centre de la ville de Jérusalem, c'est-à-dire à proximité également de plusieurs quartiers orthodoxes. La police avait déployé des barrières et mis en place un cordon de policiers autour du café, mais cela n'a pas suffi à contenir la colère des orthodoxes. Ces derniers se sont heurtés à des sympathisants laïcs
flics venus soutenir les responsables du café. La police n'a réussi à reprendre le contrôle de la situation qu'après avoir fait usage de la force. Merci Daniel Haïk, on vous retrouve d'ici 25 minutes à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Nous sommes toujours, vous l'avez remarqué, dans une période caniculaire avec des températures très élevées, bien plus élevées que la moyenne. Les températures prévues aujourd'hui à Jérusalem, 33 degrés, 32 sur le littoral avec un ressenti bien plus élevé, 37 degrés à Beersheva et 43 degrés aujourd'hui à Eilat à l'ombre. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, Shavua Tov. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert en sécurité et ancien officier des unités spéciales de l'armée israélienne. Alors avec vous, d'abord, on va parler de deux grands dossiers, l'Iran et la bande de Gaza. On va commencer par l'Iran parce qu'il y a à nouveau ce retournement de situation de ce matin. Il faut avoir le cœur solide avec Donald Trump. La veille, on a l'impression qu'il est en train de préparer une attaque massive contre les Iraniens. Et puis au milieu de la nuit, on se réveille en apprenant que finalement il a décidé de renoncer pour le bien de l'humanité. Comment vous réagissez, vous, en tant qu'expert sécuritaire, à ce genre d'informations ? Un retournement de plus, malheureusement pour Israël, avec une forte pression des pays du Golfe, et plus particulièrement de l'Arabie Saoudite, puisqu'il y a eu un coup de téléphone entre l'Arabie Saoudite et Donald Trump pour justement faire fléchir la pensée de Donald Trump. Donald Trump, dans le fond, depuis un certain temps, on l'a bien compris, ne veut pas la guerre, veut arriver à un accord. Dans le fond, ce qu'il regarde, Donald Trump, c'est d'abord les cours de la bourse. Et donc, de ce fait, le danger est toujours là. Et on n'arrivera pas à se défaire du régime des mollahs. Et cela entraîne d'autres, évidemment, indirectement ou directement, d'autres éléments. Le fait que la question du nucléaire n'est pas du tout traitée. Mais parallèlement, c'est vrai qu'il y a la volonté de mettre un accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sur aussi un accord nucléaire. Au-delà du nucléaire, il y a la question évidemment des proxys qui nous touchent plus particulièrement ici en Israël. Et je pense au Hezbollah, mais je pense aussi au Hamas, et on va en parler dans quelques instants. Et évidemment les Houthis, sans parler des milices chiites pro-iraniennes qui continuent d'ailleurs de frapper le territoire jordanien du territoire irakien. Et évidemment la question des missiles balistiques qui est un danger pour évidemment l'ensemble des pays du Golfe, Israël, mais qui n'est pas simplement un danger pour la région, parce qu'on a bien vu qu'il pouvait aujourd'hui y avoir des missiles qui peuvent toucher des zones proches de l'Europe en Méditerranée. Alors, ce que l'on a remarqué également dans la déclaration du président Trump, c'est qu'il y a intégré Israël. Il a dit, même Israël est d'accord avec moi sur ce point, à savoir de ne pas lancer une opération massive contre des cibles iraniennes. Est-ce que, d'une certaine manière, on n'assiste pas là à une volonté du président américain de tout faire pour que Netanyahou ne soit pas tenté de se lancer dans une opération tout seul, sans le soutien des Américains ? Sans doute que Benjamin Netanyahou avait la volonté ou a la volonté de vouloir s'engager aujourd'hui dans une opération seule, solitaire, contre l'Iran. Par contre, c'est vrai qu'il prévient tout de suite et il met en garde Israël de ne pas le faire. Et donc, le fait d'intégrer Israël, d'abord remet Israël dans le cadre de la négociation, parce que c'est vrai que depuis un certain temps, on se sentait complètement absent de toute négociation, de tout accord, de toute discussion. On revient, je dirais, à l'intérieur de la discussion, on est intégré, mais avec évidemment un gros panneau, attention, surtout ne faites rien, ne bougez pas. On continue sur le statu quo qui est actuel, avec évidemment derrière tout ça la question libanaise qui doit aussi se jouer, puisque il doit y avoir une réunion demain et après-demain à Rome concernant la continuité, je dirais, de l'accord entre Israël et le Liban, avec une volonté évidemment de Trump d'arriver à un accord aussi sur ce sujet-là. Donc on voit très bien que les États-Unis essayent à tout prix de ne pas envenimer la situation, essayent de calmer Israël aussi. C'est vrai qu'Israël se trouve aussi dans une situation électorale, et c'est vrai qu'il y a des propos qui pourraient amener
Israël à faire décoller ses avions, même si je doute que Benyamin Netanyahou ne le fasse pour pas mal de raisons d'ailleurs. Alors, on est quelques jours après la visite de Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Le Premier ministre est rentré à peine jeudi des États-Unis. Est-ce qu'il y a là aussi peut-être, c'est-à-dire cette volonté de dire Israël aussi est d'accord avec moi, c'est peut-être le résultat aussi de ces rencontres, mais est-ce que finalement le voyage du président du Premier ministre israélien ne s'est pas soldé par une sorte d'échec, pas véritablement de résultat tangible, c'est-à-dire peut-être qu'il n'a pas réussi à convaincre, persuader le président américain de la gravité, on va dire, de la menace iranienne ? D'après tout ce que tout le monde sait, c'est que Benyamin Netanyahou, en arrivant aux États-Unis, est arrivé avec un nombre de documents classifiés émanant des services de renseignement israéliens pour montrer à Donald Trump toute la dangerosité de l'Iran et tout le fait que l'Iran continue à enrichir son uranium. Cela n'a pas dû suffire pour convaincre Donald Trump, mais je reste persuadé que Donald Trump a un autre plan. Son plan, c'est évidemment trouver une sorte de consensus régional, sortir par le haut de cette affaire. Et Donald Trump, pour dire clairement les choses, ne veut pas la guerre, ne veut plus la guerre. Aujourd'hui, ce qui l'intéresse, ce sont les cours de la bourse, et les cours de la bourse continuent à fructifier aux États-Unis. Et de ce fait, il se dit pourquoi arriver à ce stade de la guerre quand concrètement les choses continuent à fonctionner comme il se doit. Depuis ça, il faut savoir que la base de Donald Trump, c'est-à-dire chez les républicains aussi, de plus en plus de voix s'opposent à la guerre, même si encore ce matin, Marco Rubio, son secrétaire d'État, a dit clairement qu'il fallait que le régime des Mollahs puisse tomber. Oui, effectivement, on est conscient du bras de fer qui existe entre Marco Rubio d'un côté et J.D. Vance de l'autre côté. Effectivement, c'est effectivement un point important. Donc, pour l'instant, on en reste à la voie diplomatique. Je voudrais venir avec vous en arriver au dossier de la bande de Gaza et de cet accord, de ces arrangements, on ne sait pas trop bien comment les appeler, conclus et qui donne le sentiment que finalement le Hamas, qui était en train jusqu'à ces derniers jours de se réarmer, de surarmer même d'une certaine manière, eh bien apparemment le Hamas serait prêt à déposer les armes. Alors moi je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre, à mieux faire comprendre à nos auditeurs, parce que c'est difficile à expliquer. Est-ce qu'il s'agit d'un accord? Est-ce qu'il s'agit d'une clarification de l'accord qui a déjà été ratifié, qui a été déjà signé en septembre dernier au moment de la libération des otages? Et puis, est-ce que véritablement le Hamas accepte de se désarmer? Écoutez, j'allais dire, Daniel, tout ça pour ça, que cela soit l'Iran, que cela soit la bande de Gaza. Concrètement, nous sommes dans un accord qui était séparé en 3 volets. Nous sommes au 2e volet ou 3e volet maintenant. Au 2e volet, on est à peine au 2e volet. À peine au 2e volet. Et c'est vrai que dès le 1er volet, le Hamas n'avait pas accepté déjà cet accord. Aujourd'hui, le Hamas dit oui, nous sommes prêts à accepter cet accord, mais il faut que Israël se désengage de sa partie, c'est-à-dire se retire de sa partie. Or, dans le fond, cet accord que Donald Trump appelle historique n'a rien d'historique. C'est franchement une grande illusion, cet accord. Pourquoi? Parce qu'on demande au Hamas de rendre ses armes. On ne parle pas d'armes légères, on parle simplement d'armes lourdes. Ces armes ne vont pas être rendues à une autorité internationale, vont être rendues à un comité technique palestinien. Or, on sait que dans ce comité technique palestinien, il y a des membres du Hamas, il y a des membres de l'autorité palestinienne, et il y a aussi des membres du djihad islamique. Et ça va rester dans la bande de Gaza. Et ça restera dans la bande de Gaza. Donc, c'est une grande illusion. Cela veut dire concrètement que le Hamas a tout intérêt à accepter, entre guillemets, cet accord, puisque dans le fond, elle légitime le Hamas dans sa présence sur les 40% qui leur restent dans la bande de Gaza, premièrement. Deuxièmement, ça va obliger Israël à se retirer de la bande de Gaza. Et concrètement, les armes vont rester, je parle des armes lourdes, vont rester dans la bande de Gaza aux mains des terroristes palestiniens, quelle que soit leur association ou leur organisation.
puisaient. On ne parle pas des armes légères. Or, il faut savoir qu'il y a des milliers d'armes légères et c'est vrai que pour mener des attentats contre les forces israéliennes, il ne suffit pas simplement d'avoir des armes lourdes. Il suffit d'avoir des armes légères. On l'a vu le 7 octobre. Les terroristes du Hamas, en rentrant sur le territoire israélien, étaient armés d'armes légères. Avec quelques armes lourdes, mais la plupart des terroristes étaient avec des armes légères. Donc on voit que cela ne résout pas du tout les choses. Ça va simplement peut-être mettre une certaine parenthèse pendant quelques années, mais on sait très bien que le Hamas a une volonté de rester sur le territoire de Gaza, a une volonté de vouloir continuer à diriger le territoire de Gaza. Troisièmement, on n'en a pas parlé, on parle de l'aide humanitaire. Comme quoi, dans l'accord, il y aurait 600 tonnes d'aide humanitaire qui pourraient arriver quotidiennement. Je voudrais simplement rappeler une chose. Depuis le début de la guerre, l'aide humanitaire a continué d'arriver à Gaza, à être acheminée à Gaza avec quelquefois plus de 600 tonnes quotidiennement. Donc tout ça est un grand mensonge. Il n'y a jamais eu de famine. D'ailleurs, à Gaza, il n'y a jamais eu autant d'aide humanitaire que depuis le début de la guerre. Donc on est dans une grande illusion. Il n'y a rien d'historique dans cet accord. Je pense que simplement Donald Trump essaye encore une fois de marquer un point au niveau international. Est-ce que c'est le prix Nobel de la paix ? Je ne sais pas. Toujours est-il que tout ça va mettre en danger encore une fois les habitants du sud d'Israël parce que leur assurer la sécurité en se retirant de la bande de Gaza, ce n'est pas, ce n'est pas une solution. Ça, il ne semble pas en être question, en tout cas, parce que si l'on entend les responsables sécuritaires israéliens, ils disent, finalement, nous ne bougerons pas de la ligne jaune tant que le Hamas n'aura pas déposé toutes ses armes. Donc, et ça semble apparemment légitime, même dans le cadre de cet arrangement. Donc, finalement, Israël a tout simplement besoin de laisser faire, de voir un peu si le Hamas avance, si le Hamas dépose des armes, s'il y a même des cérémonies symboliques où on voit les armes être déposées par les terroristes. S'il n'y en a pas, bien l'armée israélienne n'a pas besoin de bouger. Si cela se passe comme ça, c'est légitime. Mais je voudrais simplement, Daniel, vous rappeler ce qu'a dit le Hamas. Nous déposerons les armes à la seule et unique condition que Israël quitte la bande de Gaza. Ils l'ont dit encore avant Shabbat. Donc on voit très bien qu'il y a ce jeu qui se fait entre le Hamas et Israël. Donc il y a une double interprétation de cet accord. Il y a une double interprétation. Donc où va se poser la pression américaine ? Est-ce qu'elle va se poser sur Israël ou sur le Hamas ? Pour le moment, la pression américaine, elle se place sur Israël avec, dans le fond, un accord qui est tout bénéfique pour le Hamas in fine. Alors, ça, on verra exactement ce que l'avenir nous réserve. Je voudrais avoir votre réaction sur un événement, un épiphénomène qui s'est produit dans l'armée israélienne et vous nous aider à mieux comprendre. Dans la brigade Givati, il y a une sorte de rébellion de la part de plusieurs dizaines de soldats. Je pense que vous êtes au courant, vous en avez entendu parler. Des soldats qui ont servi, on va dire, avec bravoure au Liban, dans la bande de Gaza, et qui se sont rebellés contre leur commandant, le commandant de leur bataillon. Est-ce que c'est un phénomène rarissime dans l'armée, ou alors c'est d'une certaine manière le résultat de ces tensions dans lesquelles les soldats israéliens évoluent en permanence, que ce soit dans la bande de Gaza, au Liban, et que lorsqu'ils sortent de ces zones de guerre, eh bien, d'une certaine manière, ils laissent éclater une forme de colère? Écoutez, d'abord, c'est assez rare. Ça n'arrive pas tous les jours. Je pense qu'il y a une forme de tension, il y a une forme de ras-le-bol. Ce sont des soldats, comme vous l'avez dit, qui ont servi au nord, dans le sud, qui ont été face à énormément de tensions. Il y a probablement aussi une remise en cause de certains ordres qui ont été donnés par leur commandant. C'est quelque chose de très rare. Maintenant, c'est vrai que ça pose un questionnement. Est-ce que la question est liée au commandant ou est liée aux soldats, c'est une question qu'il faut se poser. Toujours est-il que c'est quelque chose qui est très rare, mais ça pose interrogation. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, faut le dire, au sein des soldats de Tsahal, qu'ils soient d'ailleurs, cela soit des conscrits ou cela soit des réservistes, une certaine fatigue, parce que pour certains, en tout cas des réservistes, ils ont servi plus de 400, pratiquement 500 jours, et avec, c'est vrai, une vision des choses qui n'a pas été claire, avec une stratégie qui peut-être pose
certaines questions, et de ce fait, il y a des questionnements. Vous savez, Israël et Tsahal est une armée qui est démocratique. C'est vrai qu'on a le droit dans Tsahal de refuser un ordre, à condition évidemment de dire pourquoi. C'est déjà arrivé, et d'ailleurs quelquefois même c'est arrivé en ayant une proposition, je dirais, autre émanant des soldats. Et quelquefois, cette proposition était plus claire et plus optimale que la proposition qui avait été faite par le commandant, mais quelquefois, ça a été le contraire. Donc, c'est vrai que tout ça est démocratique, mais c'est quelque chose de très, très rare. Mais il faudrait pas que ça prenne, je dirais, des proportions... Oui, d'ailleurs, l'affaire est rentrée dans l'ordre relativement rapidement. Voilà. Exactement, parce qu'après, ça pourrait dégénérer. Et actuellement, nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons jouer avec ça. Je voudrais simplement rappeler que nous sommes toujours en guerre. Il y a toujours une menace au nord d'Israël. Il y a toujours une menace au sud d'Israël, même si pour le moment, on a une impression, je dirais, de paix, entre guillemets, et qu'il ne se passe rien. Mais il y a énormément de tensions. J'arrive là de la frontière libanaise où j'ai passé ces 4 derniers jours, et cette tension, je peux vous dire qu'elle est palpable. En arrivant dans une ville de Kiryat Shmona qui a repris, je dirais, sa vie, on a senti quand même énormément d'interrogations sur l'avenir du nord d'Israël, comme ce qui se passe au sud. Voilà, effectivement. Sans parler de la Judée-Samarie. On n'a pas parlé de tous les fronts, on n'avait pas le temps de parler de tous les fronts, mais effectivement, il y a le Liban, il y a la Judée-Samarie, effectivement. On aura l'occasion de se reparler. Merci beaucoup, Stéphane Goldin, de nous avoir éclairé sur les dossiers dont on a parlé, l'Iran essentiellement et la bande de Gaza. Bonne journée, Shavuot Tov, à bientôt. Shavuot Tov à tous. Le Rav Ron Shaya nous a quittés. Cette phrase, on a beau l'entendre et la lire depuis un mois, on ne s'y fait pas. Comme la mer ou les montagnes, géantes, immuables, indispensables, il nous semblait que le Rav serait toujours là. Beaucoup d'entre nous ont découvert le Rav Ron Shaya il y a une 30aine d'années, lors d'un séminaire Oraïta. Un week-end qui a laissé chez la plupart une trace indélébile. À l'origine de cette initiative, un constat. Hier, nos grands-parents croyaient sans savoir. Aujourd'hui, on veut savoir pour croire. Pour y répondre, une méthode, démontrer de façon logique et rationnelle l'existence de Dieu et la véracité de la Torah. Une révolution à l'époque. Il faut dire que le Rav avait lui-même expérimenté cette quête de sens. Né en Suisse et monté en Israël à 19 ans, il a d'abord fait des études de philosophie, puis s'est engagé dans Tsahal avant d'entrer en yeshiva. C'est cette expérience-là, celle d'un homme qui avait cherché la vérité, qu'il a mise au service des autres quand il a fondé les séminaires Oraïta. Ce vendredi soir-là, dans un hôtel de la région parisienne, ce jeune Rav dont personne n'avait encore entendu parler, ouvrait sa première conférence par cette phrase choc. « J'ai l'air d'un rabbin, mais je ne suis pas croyant. » Top départ, on embarquait pour un week-end marathon de conférences entre science, prophétie et code de la Torah. Du jamais vu, jamais entendu, de quoi faire de nous, disait-il, non pas des croyants, mais des sachants. Les conférences allaient crescendo et on buvait les paroles du Rav, bouleversés et émerveillés par ce qu'on découvrait. Sous nos yeux se déroulaient ni plus ni moins que les preuves de l'existence de Dieu. Le samedi soir, le Rav achevait de nous conquérir par ses talents de pianiste et de danseur, et le dimanche, avant de se quitter, un symposium de conclusion permettait à chacun de confier ses impressions et ses résolutions. Des témoignages inoubliables qu'on écoutait les larmes aux yeux. Des gens avec lesquels on venait de traverser un long voyage à travers notre histoire, nos textes, mais surtout à travers nous-mêmes. Le lundi matin, un défi de taille nous attendait. Redescendre du mont Sinaï pour aller prendre le métro. Les séminaires Oraïta ont été le point de départ d'un retour identitaire de milliers de juifs francophones. Quel que soit son niveau de croyance et de pratique, rares sont ceux qui sont restés indifférents. Virage à 180 ou renforcement d'une pratique déjà existante, chacun a digéré le séminaire à sa façon. Mais une chose est sûre, un lien invisible venait de se tisser pour toujours entre le Rav Ron Shaya et nous. Certains sont partis étudier auprès de lui dans sa yeshiva de Jérusalem, et les autres, nous tous,
l'avons retrouvé autrement au travers d'un cours écouté sur le trajet du matin ou d'une vidéo relayée entre amis. Le Rav a consacré sa vie à une double mission. Ramener les Juifs vers leur identité et les préparer à la venue de Mashiach. Pour y parvenir, il conjuguait deux forces qui, chez lui, ne se contredisaient jamais. Une rigueur absolue dans sa pratique de la Torah et une indulgence infinie envers ceux qui doutaient et qui trébuchaient sur le chemin. Car au fond, ce qui l'animait, c'était l'amour. Pour son Créateur, pour la Torah, pour Israël et pour chaque Juif, peu importe son niveau et d'où il venait. Le Rav Ron Shaya, c'était une Torah vivante, un homme vrai, dont la grandeur n'avait d'égal que la simplicité et l'humilité. Pour beaucoup aussi, il était une sorte de phare dans la nuit, de radeau dans la tempête. Car quand l'actualité se faisait trop lourde et trop confuse, on se branchait sur son dernier cours pour enfiler une autre paire de lunettes et prendre de la hauteur. Il savait remettre de l'ordre dans le chaos avec cette certitude contagieuse que tout avait un sens et qu'au bout du compte, tout irait bien. Mais parler du Rav sans parler de sa femme reviendrait à raconter une histoire à moitié. Car rien de tout cela n'aurait été possible sans elle, une femme tout aussi grande que lui, portée par un sens hors norme du sacrifice et de l'abnégation. Elle seule savait mieux que quiconque que chaque heure qu'il donnait aux autres était une heure qu'il ne passerait pas avec elle et avec leurs enfants. Et pourtant, c'est elle qui l'a porté, poussé et encouragé jour après jour jusqu'au bout. À 66 ans, le Rav laisse derrière lui sa femme, ses enfants et des centaines de milliers d'élèves à travers le monde, un cœur collectif qui battait à l'unisson du sien. Orphelin, c'est le mot qui revient. On ne l'avait plus ressenti depuis le départ du grand rabbin Sitruk. Lors de ses funérailles, quelqu'un a trouvé les mots justes. Il n'en pouvait plus d'attendre Mashiach, alors il est allé le chercher lui-même. C'est pour l'heure la seule explication qui aide à sécher nos larmes. Et ce matin, c'est la tension entre l'Iran et les États-Unis qui fait les manchettes des quotidiens et des sites d'information israéliens. Le Yediot Aharonot titre en rouge vif: Donald Trump projette une offensive massive et immédiate en Iran dans le collimateur, les champs de gaz et des installations énergétiques iraniennes. Et en surtitre, une information importante: Israël a augmenté son état d'alerte en perspective d'une frappe américaine en Iran. Et en sous-titre, le Yediot Aharonot revient sur un Shabbat très tendu dans le Golfe Persique avec des indices selon lesquels le président américain aurait donné son feu vert aux forces américaines pour une attaque. Et Donald Trump, on le sait, peut changer à la dernière minute d'avis. Nous allons le voir, cela va se concrétiser dans la suite de cette revue de la presse. Quant aux Iraniens, eh bien, ils ont publié leur liste de cibles à frapper en cas d'attaque américaine. Et parmi ces cibles, les plateformes gazières israéliennes de Tamar et Léviathan. La manchette du Israël Hayom est elle aussi consacrée à une possible attaque américaine. Le grand quotidien cite un haut responsable américain qui affirme en manchette: les États-Unis ont décidé de frapper l'Iran. La question est maintenant de savoir quand et avec quelle intensité. Côté israélien, on affirme: Israël ne se mêlera pas à moins d'être directement attaqué. Les Iraniens affirment: nous riposterons en ramenant les installations énergétiques de la région à l'âge de pierre. Et pour illustrer ce titre belliqueux, le Israël Hayom nous montre un hélicoptère à bord d'un porte-hélicoptère américain quelque part dans le Golfe Persique. Dans le Israël Hayom, un article a retenu notre attention en cette période de grandes vacances et il est lié bien entendu à la situation de tension entre les États-Unis et l'Iran. C'est l'article de Liat Mofaz Milchean qui rappelle que justement nous sommes au cœur des grandes vacances, qu'1 million d'Israéliens sont en vacances à l'étranger et qu'avec ce regain de tension entre les États-Unis et l'Iran, beaucoup d'entre eux se demandent ce qui va se passer si les Iraniens devaient tirer vers l'État d'Israël. Selon des responsables de l'aviation civile israélienne, l'aéroport Ben Gurion risque bien d'être fermé pour des motifs tactiques, d'abord pour 12 heures et ensuite pour 24 heures, mais ensuite, en fonction des estimations de la Défense nationale, l'aéroport devrait reprendre une activité, même réduite, comme cela s'est produit durant l'opération Rugissement du Lion. Et une précision, même si l'aéroport sera mis à la disposition des avions de ravitaillement américains, cela n'aura pas d'impact sur l'activité civile. Enfin, pour l'instant, on ne parle pas d'évacuer des avions des compagnies aériennes israéliennes vers des aéroports à l'étranger. Tout cela était valable
pour la nuit dernière et jusqu'à la déclaration du président Trump sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. Alors qu'écrivent bien entendu les éditorialistes israéliens autour de ce regain de tension dans le Golfe Persique? Le professeur Eyal Zisser s'adresse à Donald Trump et lui dit: Donald, si vous avez vraiment l'intention de partir en guerre contre l'Iran, voici un conseil. Il serait préférable de ne pas menacer. Quant à Yoav Limor, l'expert sécuritaire du Israël Hayom, il est persuadé que cette fois c'est la bonne et que le président Trump en a assez des jeux des Iraniens. Selon Limor, le président Trump veut avant tout la réouverture sans condition du détroit d'Ormuz et ce matin donc, et ce afin de pouvoir espérer faire baisser les prix du pétrole. C'est ce qu'affirme donc Yoav Limor ce matin dans le Israël Hayom. Quant à Dani Zaken et Lilach Shouval, ils affirment qu'Israël ne ripostera que s'il est attaqué. C'est également dans le Israël Hayom de ce matin. Mais si l'on veut rester branché au dernier développement, nous y voilà. Ce matin, il ne faut absolument pas se contenter des manchettes et des analyses de la presse israélienne. Il faut absolument suivre les sites d'information. Ce sont des sites d'information qui, comme celui du Maariv et celui de la chaîne 12, reprennent à 5h28 ce matin, très précisément, heure israélienne, c'est-à-dire bien après que nous ayons déjà consulté les journaux de ce matin, l'annonce faite par le président Trump: j'ai décidé d'annuler l'attaque contre l'Iran pour l'avenir du monde, et ce, à la demande de l'Iran et d'autres pays, a dit le président américain. Et Donald Trump a parlé d'arrangements qui prévoient la réouverture totale du détroit d'Ormuz et la fin des menaces nucléaires iraniennes. Des arrangements qu'il faut encore finaliser. Le site N12 révèle que l'un des pays qui a demandé à Trump de ne pas attaquer, c'est l'Arabie Saoudite. Selon Axios, qui est repris par la chaîne N12, eh bien, le prince Mohammed ibn Salman a parlé à Donald Trump et lui a exprimé son inquiétude face à une possible attaque américaine de cibles iraniennes. Le second dossier à l'ordre du jour de la presse et des médias israéliens, c'est la mise en application de la seconde phase du plan Trump dans la bande de Gaza. En Israël, on fait montre de prudence face aux arrangements annoncés en fin de semaine dernière. D'un côté, on est satisfait de constater que le Hamas a accepté apparemment de se séparer de ses armes, ou plutôt de ses armes lourdes. D'un autre côté, on est préoccupé par le fait que ces armes pourraient demeurer dans la bande de Gaza. Israël exige que ces armes donc quittent la bande de Gaza et côté israélien, on réclame le dépôt des armes du Hamas, pas seulement à Gaza, mais aussi en Judée et en Samarie. Autre divergence de vue autour de ce repli israélien, autour du repli israélien, de l'importance de ce repli. Le Hamas exige qu'Israël se replie dans l'immédiat vers la ligne jaune officielle, mais Israël refuse d'opérer le moindre repli tant que le Hamas n'aura pas commencé à déposer les armes. Il y a également des différences d'interprétation autour de l'ouverture du poste de passage de Rafah et de l'ampleur des futures évacuations de Tsahal de la bande de Gaza. En Israël, on estime que la mise en application de cette feuille de route prendra beaucoup de temps. Enfin, dans ce dossier aussi, des commentateurs et analystes israéliens s'expriment. Roden Bergman écrit ce matin dans son analyse dans le Yediot Ahronot que le document dans lequel le Hamas accepte de se désarmer est historique, mais le problème est qu'il s'agit là du scénario le plus optimiste. En y regardant de plus près, on constate que c'est Israël qui doit faire des gestes avant le Hamas, et dans un tel contexte, ce document pose un véritable casse-tête à Binyamin Netanyahou, surtout à l'approche des élections, et il ne peut certainement pas lui permettre de clamer victoire face au Hamas dans la bande de Gaza. C'est également, ou d'une certaine manière, ce que nous explique le docteur Michael Milstein dans la page éditoriale du Yediot. Dans le Israël Hayom, Nadav Shragai, lui, est très réaliste lorsqu'il affirme que l'information selon laquelle le Hamas va déposer les armes est une sorte de fake news. Celui qui croit que le Hamas, qui ces derniers mois n'a cessé de se réarmer, va accepter de déposer les armes, ne fait que se mentir à lui-même. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio ce matin le professeur Yossi Sharbit. Yossi, bonjour, Boker Tov. Shalom, Boker Tov. Merci d'être venu dans notre studio pour rebondir sur un sujet que j'ai soulevé dans une dernière chronique ici sur Radio Kalita, également sur Actualité Juive, qui était lié au messianisme, d'une certaine manière la transformation de ce mot, en particulier, on va dire, dans certains cercles politiques israéliens, un mot qui est devenu presque une insulte aujourd'hui, mais qui renferme, on va dire, un des piliers, on va dire, de la foi juive, de la foi bimillénaire du peuple juif, la venue, croire en la venue du Mashiach. Alors cette aspiration à la venue du Mashiach,
elle a été ébranlée à de multiples reprises à travers les siècles. Et pour mieux comprendre un peu, d'une certaine manière, ces changements d'appréciation, d'interprétation du terme de Mashiach, de messianie, de messie ou de messianisme, bien, vous avez travaillé sur ce sujet en revenant à des interprétations qui nous ramènent au XVIe, au XVIIe siècle. Tout à fait. C'est un sujet majeur, car vous avez parlé de 2000 ans, je parle de 3000 ans, c'est-à-dire depuis David, le roi d'Israël. Oui. Melech Mashiach, c'est le terme plus exact, c'est-à-dire roi Messie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un personnage qui est à la tête d'une entité politique. Et c'est-à-dire que la messianité en tant que telle, qui est un des vecteurs principaux de l'identité juive et hébraïque, c'est qui forge la société israélienne, c'est le messianisme qui, lui... C'est valable pour le Messie de Joseph, fils de Joseph, et le Messie, fils de David, pour les deux, parce qu'on rentre dans un détail. Voilà. Les choses, c'est-à-dire qu'il y a deux étapes, le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. C'est-à-dire en hébreu, quand on veut parler d'indépendance, on parle de Komomiyut. Oui. Ça veut dire quoi, Komomiyut? Ce sont deux étages. Koma, Aleph, Koma, Bet. C'est-à-dire, la première étape, c'est celle de l'entité politique, l'establishment, l'armée. L'État d'Israël d'aujourd'hui. L'État d'Israël dans sa première étape, c'est-à-dire de créer un État avec son économie, avec sa politique, etc. Mais il y a une deuxième étape qui s'appelle l'étape de Mashiach ben David. Celle-ci va insérer une dimension spirituelle qui a une portée universelle. Car le messianisme hébraïque est un messianisme qui a une portée universelle, qui a un impact universel. Maintenant, c'est l'objet d'un livre que je suis en train d'écrire et qui bientôt je vais terminer. Et j'analyse et le vecteur de la Shoah et le vecteur de la Tkouma. Ce sont deux vecteurs de la renaissance du peuple juif sur la terre. Du peuple d'Israël en Eretz Israël. Maintenant, ce thème-là a été bafoué par l'historiographie sioniste, par l'historiographie israélienne. Moi, j'ai grandi en Israël depuis l'âge de 12 ans. Alors, j'étais l'élève de l'éducation nationale d'Israël et j'étais le prof. J'ai enseigné dans des lycées et j'enseigne aussi à l'université. C'est des thèmes qui ont été complètement modifiés, bafoués et malmenés, je dirais. C'est-à-dire que le thème de messianité est un thème qui veut nous dire la chose la plus élémentaire, c'est-à-dire le retour à Sion vers une entité politique israélienne. Celle-ci a une dimension religieuse. C'est pourquoi on parle de Melech Mashiach, le roi Messie. Le roi, qui veut dire l'homme politique, le premier ministre, le président, qui lui est à la tête d'un État qui va avoir une portée messianique, qui veut dire qui va avoir un impact universel. Maintenant, ce qui s'est passé, et je voudrais expliquer la thèse que je suis en train d'élaborer, qui veut dire qu'au XVIe siècle vont être créées deux diasporas. La diaspora séfarade, d'une part, à la suite de l'expulsion d'Espagne, et la diaspora ashkénaze après la peste noire, en 1348 et 49. Celle-ci va faire que les Juifs d'Allemagne vont émigrer vers la Pologne et la Lituanie, c'est-à-dire l'Europe orientale. Pour bien comprendre les racines de la société israélienne, au XVIe siècle, le monde juif s'est centré sur l'âge d'or de Tzfat. C'est là où et les études juives, d'une part, et la messianité, d'autre part, vont être complètement
réalisé, appliqué à la lettre, c'est-à-dire quand on parle de Yaakov Berav, quand on parle du Hari Akadosh, du Harizal. Le Harizal, c'était le Rav Yitzhak Luria Ashkenazi, quand on parle du Rav Yosef Karo, quand on parle de Dona Gratia, quand on parle de David Arouvedi qui ont voulu faire la conquête d'Eretz Israël, quand on parle du Rav Shlomo Elkabetz, ce sont des personnages qui ont forgé, selon la messianité hébraïque authentique, la volonté de créer un État hébraïque en Eretz Israël. Oui. Et cela, c'était tout à fait mis à la lettre, c'est-à-dire appliqué à la lettre. Et il y avait en Eretz Israël un yishuv de 10 000 personnes. Oui. C'est-à-dire, c'était un yishuv très, très important pour le 16e siècle. Et ce processus-là était en effervescence extraordinaire, et le monde juif était d'accord avec cela. Depuis l'Europe de l'Est et jusqu'aux pays en terre d'islam, et dans l'Empire ottoman et en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les Juifs du monde entier étaient centrés sur cette idée messianique normative, j'appelle cela. Et au XVIIe siècle, il y a eu une grave crise shabbatéenne de Shabtai Tzvi. Oui. C'était une crise qui a complètement démoli l'idée messianique normative, et c'était un événement chaotique qui a fait que le monde juif a été tellement ébranlé par cette crise-là qu'il y a eu deux différentes réactions. Oui. Le monde séfarade a dit « Ok, on s'est trompé, certes, mais ce vecteur-là est tellement élémentaire, tellement fondamental. On va le maintenir. On va le maintenir, on va revenir à l'identité hébraïque, messianique, biblique, qui est celle du retour à Sion. C'est pourquoi cette identité-là n'a pas été ébranlée comme l'identité dans les chrétienne. Maintenant, il faut savoir que c'est pas une question de méchant et de gentil. C'est une question historique et sociologique. Les Juifs en Europe de l'Est ont dit on ne fera jamais à nouveau cette erreur, l'erreur messianique. Oui, c'est-à-dire on ne fera jamais cette erreur, mais il y a eu, c'est le début, on va dire, du repli du judaïsme religieux ashkénaze. Exactement. C'est-à-dire l'orthodoxie que l'on connaît ici en Israël, elle s'est forgée à travers, on va dire, une volonté justement de ne pas retomber dans le piège d'un faux messie. Mais c'est pas seulement l'orthodoxie. C'est-à-dire que dans l'orthodoxie elle-même, il y a aussi eu une dichotomie, par exemple, entre les chassidim et les mitnagdim. Eux, le Gaon de Vilna, quand il a repoussé le chassidisme, il a repoussé une éventualité de renouveler la messianité shabtaïte. À travers des personnages comme le Baal Shem Tov ou comme leurs descendants. Lui, il a vu à nouveau une sorte de faux messianisme qui est en train de se forger par le biais du racidisme. Alors, il faut voir une fragmentation. C'est ça. Alors, c'est intéressant ce point-là, et parce que ça concerne le judaïsme orthodoxe ashkénaze, parce que il y a eu la même réaction avec la Haskalah, et il y a eu la même réaction, dites-moi si je me trompe, avec le sionisme, c'est-à-dire à des siècles différents, c'est-à-dire on va dire 18e siècle, le début de la Haskalah, ou on va dire 19e siècle, le début du sionisme. Tout cela, ça a été des mouvements qui ont été repoussés par le judaïsme ashkénaze à cause, on va dire, de la crise Shabtai. Exactement. Shabtai Tzvi, et je dirais aussi la crise de Spinoza et de Ruy d'Acosta dans le domaine des études juives. Ça veut dire que ce sont les deux vecteurs qui ont subi, les deux vecteurs positifs qui ont subi au XVIIe siècle un tremblement de terre. Et c'est pourquoi
Et ça explique, on va dire, l'attitude aujourd'hui, c'est-à-dire le dichotomique dans le monde ashkénaze entre d'un côté Exactement. les orthodoxes que l'on connaît aujourd'hui et la laïcité totale développée justement par les pères fondateurs du sionisme moderne. C'est pourquoi, afin de devenir sioniste en Europe de l'Est, il fallait sortir de la norme religieuse. C'est ce que dit Manitou d'ailleurs. Hein. D'accord. Je suis très influencé par Manitou. J'ai écrit un ouvrage sur Manitou et il m'a donné à penser, à réfléchir sur les questions historiques et sur une perspective historique. Et en tant qu'historien, j'ai remis les points sur les i, j'ai remis les choses à leur place et j'ai compris que tandis que dans la diaspora séfarade se forge une identité normative, voici que dans la diaspora ashkénaze, pour des raisons sociologiques, historiques, etc., pas parce qu'ils sont mauvais, ils sont méchants, pas du tout. Ils ont vécu un climat qui est très perturbé, qui a beaucoup perturbé l'identité juive en terre chrétienne. Déjà, la chrétienté, elle déjà a relevé l'idée messianique. Pour eux, le Messie est déjà arrivé. Ouais. Et alors, pour nous projeter à notre époque, c'est-à-dire, déjà, on voit la différence parce que ceux qui connaissent les poèmes écrits par les rabbins d'Afrique du Nord en particulier, au moment de la création de l'État d'Israël, eux, ils y voient une dimension tout à fait messianique. Exactement. Et ce qui n'est pas du tout le cas du monde orthodoxe ashkénaze. Exactement. Pour un rabbin séfarade, toute personne qui a œuvré pour l'édification de l'État d'Israël, c'est un tzaddik. Et il faut voir une lettre qu'a écrit le Rav Yehiye Ben Harosh du Maroc, de Port-Lyoté. Il écrit à ses élèves qui ont étudié dans une yeshiva ashkénaze antisionistes. Ils ont absorbé des éléments antisionistes. Il leur dit, ne parlez pas de mal de Herzl, de David Ben Gurion et de Chaim Weizmann. Ce sont des grands tzadikim. Ce sont des grands personnages qui ont œuvré pour la renaissance de l'État d'Israël en Eretz Israël. Et toute personne s'ils ont une kippa sur la tête ou pas de kippa sur la tête, ça leur est égal, car le principal, c'est d'œuvrer pour la communauté d'Israël. Et c'est pourquoi cette idée normative du XVIe siècle n'a pas été ébranlée comme elle a été ébranlée dans le monde ashkénaze. Et c'est pourquoi je pense qu'on vient de loin. Et c'est pourquoi il faut être optimiste. Et petit à petit, on est en train de forger une identité hébraïque qui est, elle, une identité universelle et qui va revenir vers et la messianité authentique et normative, et vers les études juives authentiques et normatives. Et c'est pourquoi je pense que... Vous restez optimiste en dépit des difficultés ambiantes. Exactement. Merci beaucoup, professeur Yossi Sharbit. Je rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas que vous êtes professeur d'histoire à l'université Bar-Ilan. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet passionnant, on va dire, de la messianité, en particulier au XVIe et au XVIIe siècle, et de ses répercussions aujourd'hui dans notre réalité israélienne aujourd'hui. Merci beaucoup. Toda rabba.